Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Pédagogique. Cette première émission de 2016 est l'occasion pour moi de vous présenter mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. L'année théâtrale débute au Phénix par la deuxième proposition de Jonathan Châtel qui, après avoir mis en scène Ibsen, s'attaque au deuxième dramaturge nordique incontournable, August Strindberg, en adaptant sa pièce la plus mystique, Le chemin de Damas, qui devient Andreas sous sa plume et dans sa mise en scène. Dans un premier temps, je vous donnerai quelques éléments importants à propos de la vie et de l'œuvre d'August Strindberg. Cette mise en contexte permettra d'aborder le travail de Jonathan Châtel pour Andreas. Je terminerai en vous proposant des pistes pédagogiques afin de préparer vos élèves avant la représentation et de l'exploiter de retour en classe. August Strindberg est un artiste complet. Auteur dramatique, il est également romancier, poète lyrique, essayiste et peintre. Cependant, c'est pour son théâtre qu'il est aujourd'hui le plus reconnu. Son œuvre compte 58 pièces. Il est né en Suède en 1849 dans une famille bourgeoise dans laquelle il ne se sent pas à sa place. Il s'accommode mal en effet des normes religieuses, sociales et politiques dans lesquelles il se trouve inséré. Ce sentiment d'inadéquation au monde et de malaise est une question qui traverse la plupart de ses œuvres et qui se trouve au centre du chemin de Damas, la pièce adaptée par Jonathan Châtel. Ne sachant pas quelle carrière embrasser, il entre au conservatoire en 1869 mais abandonne vite le jeu au profit de l'écriture. Il fait jouer ses premières pièces, des drames historiques, au Théâtre Royal Dramatique en 1870. Sa première grande œuvre, Maître Olof, consacrée à l'histoire de la Suède, pose également le problème de la fidélité à la vocation, un thème qui traverse également le chemin de Damas. Cette pièce historique est refusée par le Théâtre national, ce qui affecte gravement Strindberg, qui occupe à cette même époque un poste de bibliothécaire. À l'image de ses débuts, sa carrière sera émaillée de périodes de réussite et de crises morales et psychiques profondes. Ces périodes de troubles coïncident avec la vie amoureuse tourmentée de l'auteur, qui se marie et divorce à 3 reprises. On trouve dans son œuvre de nombreux échos à ces problèmes qui se doublent d'un questionnement esthétique permanent. Après des débuts marqués par l'esthétique du drame romantique, la carrière de Strindberg connaît ensuite 2 périodes distinctes. Dans la première, il développe des pièces dites naturalistes, inspirées par certains auteurs et psychologues français. C'est le cas de Père, écrit en 1887, Mademoiselle Julie et Créancien en 1888. À sa création, Mademoiselle Julie provoque un tel scandale que les théâtres suédois ne joueront la pièce que 20 ans après sa première. La plus forte est le lien, 2 pièces qui constituent la fin de ce cycle annoncent le cycle suivant, celui d'un théâtre dit mystique. En 1892 commence une période difficile pour Strindberg, car ses œuvres interdites en Suède le poussent à l'exil. Alors qu'il connaît des tourments amoureux, il établit des contacts avec le monde de l'occultisme à Paris et se consacre à l'alchimie. C'est alors qu'il est repris par le théâtre, comme le dit Jonathan Châtel. Strindberg écrit des pièces où les images se succèdent, comme dans un rêve ou un cauchemar. Les personnages se dédoublent, s'unifient, se démultiplient et les liens logiques de causalité semblent s'estomper. C'est le cas du chemin de Damas, de sa pièce Le Songe ou encore de la danse de la mort, qui empruntent à la fois au réalisme et au symbolisme. À la fin de sa vie, Strindberg réalise son rêve de faire jouer ses créations dans un théâtre qui leur est entièrement consacré. C'est le théâtre de l'intime. On le voit, le chemin de Damas occupe une place particulière dans la carrière de Strindberg. En effet, c'est alors qu'il est un homme plongé dans les affres de la dépression, interné un temps à l'hôpital Saint-Louis où il fait l'expérience de la schizophrénie, qu'il se remet à écrire, les mains rongées par le soufre, qu'il utilise dans ses recherches liées à l'alchimie. Le titre de cette œuvre fait référence à un épisode biblique célèbre où Saül de Tarse entend la voix de Dieu et se convertit au christianisme tandis qu'il chemine vers Damas. Il change d'identité pour devenir Paul après sa conversion. L'expression passée dans la langue courante désigne alors la conversion au christianisme et dans un sens plus large, un changement brusque d'opinion après une révélation. Cette pièce, souvent qualifiée de folle et d'immontable, est construite en 3 parties. Les 2 premières sont écrites en 1898, la troisième 5 ans plus tard, en 1903. Chaque partie est indépendante et constitue une pièce à elle seule. Voyons maintenant ce qui a intéressé Jonathan Châtel dans cette œuvre mystique, baroque et métaphysique, et pourquoi il a choisi d'en adapter la première partie. Jonathan Châtel est franco-norvégien. Il reçoit une formation d'acteur et de philosophe avant de se tourner vers la dramaturgie et la mise en scène. Réalisateur, il écrit également des scénarios de courts et longs métrages et des documentaires, notamment Les réfugiés de la nuit polaire, un documentaire sur un centre de demandeurs d'asile sur les îles Lofoten au nord de la Norvège. Il écrit également pour la bande dessinée sa première passion, publiant notamment Kirkenes, le récit du voyage initiatique de 2 adolescents. En 2011, il cofonde la compagnie Elk, implantée dans le Nord-Pas-de-Calais avec Sandrine Leport, auteur, dramaturge, chercheur et maître de conférences en art du spectacle à l'Université d'Artois.
Il crée Petit Eyolf d'après Ibsen, une pièce que vous avez pu découvrir au Phénix la saison dernière et avec laquelle il remporte le prix du public au festival Impatience en 2013. Le metteur en scène commence par traduire la pièce de Strindberg avant d'en écrire une adaptation qui a été présentée au dernier festival d'Avignon. La pièce raconte l'histoire de l'inconnu, un écrivain perdu à l'identité énigmatique qui vient de quitter sa femme et ses enfants et dont le dernier roman a connu un échec retentissant. Il rêve alors de disparaître, de changer d'identité et de vie. Tout au long de la pièce, ce personnage réalise un voyage intérieur en quête de lui-même. Il rencontre sur son chemin plusieurs personnages qui sont parfois des doubles, des alter-ego, qui surgissent sans que l'on sache véritablement s'ils ne sont pas le fruit de l'imagination de l'inconnu. La pièce débute au coin d'une rue où l'inconnu rencontre une femme malheureuse dans son mariage appelée la Dame. L'inconnu va en tomber amoureux et il la nommera Ève. Il rencontre également un mendiant, un médecin, un vieillard, une jeune fille et une religieuse. Il séjourne un temps dans un asile d'aliénés qui devient le point de départ et le point de retour, avec à la fin une rencontre qui peut symboliser un certain espoir. Dans le spectacle, les comédiens interprètent plusieurs personnages. Il y a en tout 8 personnages pour 4 interprètes. Pauline Accard, qui joue la fille et la religieuse, Pierre Beau joue le médecin, le mendiant et le vieillard, Thierry Reynaud joue l'inconnu, et Nathalie Richard interprète la mère et la dame. Strindberg indique dans sa pièce que 2 personnages, le mendiant et le confesseur, peuvent être interprétés par un seul comédien. Jonathan Châtel se saisit de cette indication et la systématise. Ainsi, comme dans un rêve, plusieurs identités peuvent se superposer sur un même visage. C'est sur ce trouble que souhaite travailler Jonathan Châtel et l'on en vient à se demander si ces différents visages n'appartiennent pas à une seule et même figure, celle de l'altérité. Jonathan Châtel vient du dessin et recherche la clarté dans la mise en scène. En effet, on retrouve une grande sobriété dans la scénographie. Gaspard Pinta, le scénographe, a imaginé une grande paroi en métal en fond de scène, percée de portes invisibles par lesquelles les comédiens apparaissent et disparaissent. On remarque la présence sur le plateau d'éléments modulables en bois qui se détachent nettement par leur couleur jaune. Et on retrouve l'importance accordée par Jonathan Châtel aux matériaux, à leur force d'évocation et à la confrontation de matériaux et de couleurs. L'espace ainsi créé nous invite à une lecture symbolique, à travers laquelle se dessinent différents lieux. Marie-Christine Soma a créé la lumière pour le spectacle en partant de l'idée qu'il fallait créer des images plates à la manière des peintures religieuses du XIVe siècle sans perspective. Le décor unique donne une place importante à la lumière dans la mesure où elle doit raconter ce que l'espace ne raconte pas. Elle devient alors, selon Marie-Christine Soma, un guide de narration pour le public. Étienne Bonhomme crée la bande-son du spectacle. La musique, composée au synthétiseur, crée un univers dénudé et assez brut. Elle vient souligner certains passages ou accompagner des transitions. Je vais maintenant vous présenter des pistes de travail autour du spectacle. Vous pourrez trouver d'autres propositions pédagogiques dans le très riche dossier Pièces démontées, écrit par mes collègues professeurs missionnés au tandem Arras-Douai. Afin d'amorcer le travail autour d'Andreas, je vous propose de mener avec vos élèves une activité de recherche biographique sur August Strindberg. Comme on l'a vu, l'écriture du chemin de Damas est très liée aux épreuves traversées par l'auteur et le contexte de création donne des clés de compréhension de la pièce et de l'adaptation de Jonathan Châtel. Pour cette activité, et afin d'éviter la simple notice biographique, il pourrait être intéressant d'utiliser les photographies d'une statue de Strindberg exposée dans un parc de Stockholm, en demandant aux élèves de mettre en relation les choix faits par le sculpteur et des événements de la vie de l'artiste. Vous trouverez ces images dans les références pédagogiques. Dans la mesure où le chemin de Damas peut être lu comme un autoportrait du dramaturge, je vous invite ensuite, après la mise en commun des idées évoquées par les élèves, à visionner des images représentant le personnage de l'inconnu dans la mise en scène de Jonathan Châtel et de voir quels liens peuvent être établis entre l'auteur et le personnage. Les nombreuses images disponibles sur le site du Festival d'Avignon permettent par ailleurs un travail sur l'horizon d'attente. En effet, vous pourrez les utiliser afin de faire émerger certains traits de caractère des personnages, les rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres, et dessiner les premiers contours de l'intrigue à travers les thèmes évoqués par ces photographies. La pratique peut constituer une porte d'entrée intéressante pour approcher le spectacle. Aussi, je vais vous proposer quelques exercices relativement simples à mettre en œuvre au sein de votre classe. Le premier exercice repose essentiellement sur un travail corporel. Il s'agit d'aborder les thèmes du chemin, de l'exil et de la révélation qui parcourent la pièce. Répartis sur 2 lignes, les élèves effectuent par 2 des traversées de plateau. Cette consigne de départ constitue la base de l'exercice, à laquelle vous allez faire subir des variations. Pour le premier passage, on demande aux élèves d'adopter une marche neutre. Pour le deuxième, une marche dynamique et engagée qui exprime l'envie, la détermination.
Pour le troisième, une marche qui exprime le doute. Pour le quatrième passage, on demande une marche qui exprime la volonté de fuir. Enfin, on demande pour la cinquième traversée une suggestion de contrainte, le refus d'avancer. À la fin de ce premier exercice, on interrogera les élèves pour savoir quelle traversée pourrait correspondre au personnage de l'inconnu d'après ce que l'on a appris de lui à travers les images de la représentation. La seconde étape consiste à reprendre l'exercice des traversées en ajoutant un élément. Au milieu du parcours, l'élève devra marquer une pause avant de repartir dans la marche. Cette pause symbolisera le moment de la révélation et de la conversion. On peut laisser les élèves libres d'exprimer par le corps ce qu'il se passe à cet instant et surtout ce que cela modifie pour la deuxième partie de la traversée. Ces exercices dans l'espace peuvent être réalisés avec ou sans musique. La quatrième proposition prend appui sur un corpus de répliques extraites de la pièce que vous pourrez trouver dans les références pédagogiques. Il s'agira tout d'abord d'en faire une lecture avec les élèves. Cette première phase peut être réalisée de façon chorale. Chaque élève prend en charge la lecture d'une réplique sans demander la parole et on enchaîne ainsi en veillant à ce que les transitions ne soient pas trop longues et que l'écoute soit de qualité. À partir de ce corpus, on demande ensuite à la moitié de la classe de réfléchir aux traits de caractère des personnages. Ainsi, les élèves pourront écrire un court texte de présentation des personnages à la première personne, en justifiant leur choix d'adjectifs par des références aux répliques. La deuxième moitié de la classe s'intéresse quant à elle aux thèmes qui émergent à la lecture du corpus. On peut penser à la solitude, la singularité, l'altérité, l'identité, la folie, la rencontre, la religion, l'illusion, le conflit, la création, l'amour, etc. On proposera ensuite une mutualisation de ce travail sur les personnages et sur les thèmes afin de créer un horizon d'attente commun. La banque de répliques peut également constituer un support pour prolonger le travail de pratique. Tout d'abord, on peut proposer aux élèves d'apprendre l'une des répliques et de l'intégrer à la traversée du plateau, que ce soit au départ, au milieu ou après le déplacement. On verra ainsi comment le texte suggère un certain état du corps. Enfin, en divisant la classe en petits groupes de 3 ou 4 élèves, on peut demander aux élèves de choisir une ou deux répliques parmi celles proposées dans le corpus et de construire une courte séquence de jeu en les intégrant. Pour des mises en voix ou des propositions de jeu autour de certaines scènes du texte de Jonathan Chatel, je vous renvoie au dossier Pièces démontées qui contient dans ses annexes plusieurs extraits. Après le spectacle, je vous propose de revenir sur l'activité proposée en amont autour du caractère des personnages et des thèmes qui traversent la pièce. Il s'agira alors de constituer de petits groupes de réflexion dont la tâche finale sera de rédiger un article pour confronter les hypothèses de départ aux réponses données par le plateau. On pourra voir en quoi le caractère solitaire et l'identité floue de l'inconnu s'expriment sur le plateau et comment la mise en scène prend en charge ces dimensions. De même, une analyse autour du thème de la rencontre ou du sentiment amoureux conduira à interroger le rapport instauré entre les personnages sur scène. On peut s'intéresser à la distance, au rapprochement, au contact physique. On veillera à ce que toutes les dimensions de la mise en scène soient évoquées, aussi bien la scénographie que le jeu des comédiens. Les textes produits par les élèves pourront être partagés et consultés par l'ensemble de la classe grâce au mur Padlet que j'ai créé pour ce spectacle et que vous trouverez dans les références pédagogiques. L'approche thématique pourrait être intéressante également en intégrant le spectacle au cours de philosophie autour de la question de l'identité et du choix, en vous appuyant notamment sur un article paru dans Philosophie Magazine au sujet des liens entre ce spectacle et la philosophie. L'autre ressource précieuse pour mener ce travail est l'intervention de Jonathan Chatel dans le cadre du Festival d'Avignon. Vous trouverez ces deux ressources dans les références pédagogiques. Un travail plus spécifique pourra être mené sur la scénographie du spectacle. Les élèves peuvent d'abord s'exprimer librement pour partager leurs impressions de spectateurs. Vous pourrez ensuite leur demander de réfléchir à partir de cette remarque du metteur en scène. Auguste Strindberg et Ibsen sont des architectes qui construisent des édifices instables et c'est ce conflit entre une structure la plus claire et la plus nette possible qui encadre quelque chose de plus informulable, sauvage et dangereux qui m'intéresse. L'objectif de l'exercice est donc de voir comment cette remarque éclaire certains partis pris scénographiques. Enfin, je mets à votre disposition dans les références pédagogiques un corpus d'images de nature et d'époques variées qui peuvent constituer des supports pour faire réaliser à vos élèves des affiches du spectacle. La première étape serait de demander aux élèves de voter pour l'image qu'ils pensent être la plus adaptée pour représenter le spectacle. Vous pourrez ensuite réunir des élèves en groupe en fonction de leur choix. Chaque groupe devra alors créer l'affiche à partir de l'image, la présenter à la classe et justifier son choix d'image. Nous arrivons au terme de cette émission consacrée à Andreas. Il est donc temps pour moi de vous souhaiter un excellent spectacle. À bientôt pour un nouveau numéro.